Cette nuit, Donald Trump a annoncé avoir frappé l'Iran, les installations nucléaires de l'Iran. Immédiatement, la toile s'est enflammée et vous avez donc les pro-israéliens qui se réjouissent de cet acte allié de Donald Trump, tandis que les autres, auxquels humblement j'appartiens, disent que c'est jouer avec le feu. Et la particularité de tout ça, au-delà de ce que chacun en pense, eh bien d'abord, c'est que chacun en pense quelque chose. Et c'est peut-être le premier point sur lequel je voudrais aujourd'hui, au lendemain de ces frappes, essayer de réagir. Deuxième élément, c'est que ce que chacun pense, il le dit, et moi le premier, avec en toute humilité, et en considération du fait que peut-être la parole qui est la nôtre sur les réseaux sociaux n'est pas ajustée, et nous ne nous rendons pas forcément compte que ce que nous qualifions de commentaires sur l'actualité est en réalité, finalement, une manière de faire l'actualité, et ce, d'une manière telle que j'y reviendrai. Le fait est que donc, nous assistons à un phénomène que je crois assez intéressant, qui est le règne de l'instant. Le règne de l'instant, c'est le règne de la vitesse, du buzz et du clash. Et c'est un énorme problème, parce que, en fait, aujourd'hui, finalement, le logos d'Aristote a été remplacé par le like de TikTok. Et pour reprendre finalement ce que disait un peu Guy Debord dans la Société du spectacle, il y a cette idée selon laquelle, au fond, tout est mis en scène en quelque sorte, et où nous n'avons plus d'accès au réel que par le média. Alors ça a toujours été vrai, évidemment, mais ça l'est encore plus à l'heure des réseaux sociaux et de l'immédiateté. Le problème, c'est que l'histoire humaine, la civilisation, la justice, la paix, les cathédrales, tout ce qui a traversé le temps, et je vous le dis depuis Rome finalement, je fais cet audio à brûle-pourpoint, comme ça, à Rome, un peu improvisé, parce que ça me frappe en réalité. Ce matin, j'étais donc du côté du Panthéon, je suis allé à la messe pas très loin du Panthéon, et ça m'a frappé de voir qu'au fond, ce Panthéon a demeuré, il a passé les siècles, et on loue encore le génie romain de sa construction. On loue encore le fait qu'il ait pu être construit de façon prodigieuse, tandis que lorsqu'on va à Saint-Pierre, on mesure bien que ce qui traverse les siècles, c'est pas seulement finalement les pierres, mais l'âme qui les habite. On voit bien que finalement les œuvres du Bernin, de Michel-Ange, ne sont pas seulement les œuvres d'un instant dont on se félicite sur Twitter ou sur CNews ou sur je sais pas trop quelle chaîne, peu importe, mais c'est finalement quelque chose de l'ordre de l'humanité qui vient passer. Vous savez que le temps se divise chez les Grecs en deux temps, le chronos et le kairos. Le chronos, c'est vraiment le temps qui passe, ce temps mesurable. Le kairos, c'est un peu plus compliqué, c'est ce moment favorable, c'est à la fois l'opportunité, mais c'est en même temps une espèce de temps non mesurable qui habite le cœur de l'homme. Et c'est de ce temps non mesurable qui finalement, passe, qui demeure en même temps, c'est assez complexe, c'est assez mystérieux, qui fait que nous avons en nous cette idée, véritablement, oui, cette idée de ce qui demeure et de ce qui nous habite. Pour bien le symboliser, il faut aller à Notre-Dame, sur la façade, vous avez les bâtisseurs qui ont fait un rond dans un carré. Le carré pour la finitude, le rond pour l'infini. Voici ce que nous sommes, c'est ce qui nous a bâtis en tant que civilisation. Le Verbe qui se fait chair et qui habite parmi nous, c'est véritablement l'éternité qui entre dans le temps de l'homme. Au-delà même de l'aspect de la croyance, il y a là quelque chose de philosophiquement fondamental qui est que la vertu, la prudence, ce que Aristote qualifiera de phronésis, s'inscrit nécessairement dans le temps long, s'inscrit dans le temps du discernement, et que c'est ce qui va distinguer, au fond, l'homme de l'animal, c'est la capacité à pouvoir raisonner, rationaliser et ne pas se laisser dominer par les émotions. Le problème, c'est que le temps de l'émotion, et c'est l'inversion anthropologique majeure de notre siècle, a supplanté le temps de la raison. L'attention humaine, désormais captée par l'instant, et c'est Paul Virilio qui disait que c'était la dramosphère, en fait, ou la dromosphère, je ne sais plus, en fait, entendu à la fois comme la sphère du drame, ça c'est une première interprétation, et la deuxième, ou comme vitesse, en fait, comme valeur centrale du monde contemporain. Et une étude de Microsoft, en 2015, avait montré déjà que la durée moyenne d'attention humaine était tombée à 8 secondes. Alors 8 secondes, c'est un chiffre intéressant parce que c'est moins qu'un poisson rouge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme
l'homme d'Aristote, l'homme de Platon, l'homme de Socrate, eh bien, est celui qui a une attention inférieure au poisson rouge. Une enquête de 2022 pour Pew Research montrait que 69% des Américains, des ados américains, utilisaient TikTok quotidiennement, parce que là, pas de problème, dont une majorité de plus d'1 heure par jour. Encore une fois, on pourrait se dire, pas de problème, à ceci près que, en réalité, par le jeu de l'algorithme, TikTok récompense la vitesse, l'immédiateté, en fait, la réaction spontanée, et l'hyperstimulation. Et c'est un énorme problème, parce que le problème, c'est qu'on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave, mais les ados qui finalement usent et abusent de TikTok, il suffirait, et c'est le projet d'Emmanuel Macron, de venir restreindre l'accès, émettre des contrôles, venir renforcer l'autorité parentale, tout ce que vous voulez. Et à ce titre, nous aurons donc réglé le problème. Et quel est le rapport avec la guerre et le traitement de la guerre? Eh bien, le problème, c'est que le rapport, que tout est divertissement, au sens où le politique, le religieux, les savants eux-mêmes, et on l'a vu pendant le Covid, ils succombent. Et que les chefs d'État, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, tweetent les menaces, les condamnations, les indignations, et maintenant même se félicitent d'avoir frappé l'Iran sur Twitter en s'autocongratulant. D'ailleurs, la diplomatie, c'est pas récent, puisque en 2018, Donald Trump, d'abord, annonçait les frappes aériennes via Twitter contre la Syrie. Donc, on assiste à quoi? On assiste à une perte du temps long et de la capacité à pouvoir se laisser habiter par le temps, ou d'habiter celui-ci, si vous préférez. On a une société qui ne fonctionne que dans la mémoire immédiate, et nous avons donc une impossibilité, au fond, de nous souvenir du temps long. Nous avons une impossibilité d'inscrire nos pas dans la grande tradition, au sens de ce qui se transmet. Nous n'avons plus cette idée de transmission, puisque par principe et par nature, l'immédiateté est ce qui vient contredire et ce qui vient précisément faire disparaître ce qui se transmet. Ce qui se transmet, c'est ce qui prend le temps. Ce qui se transmet, c'est l'œuvre qui a été effectivement, l'œuvre qui a été habitée précisément. Et ici, je reviens un instant en arrière, c'est les fameux 5 ans de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron, à la suite de l'incendie, a dit « nous rebâtirons ». Jusque-là, c'est une phrase forte. C'est une phrase forte, cette idée de rebâtir. Mais non, nous rebâtirons en 5 ans. C'est le politique, c'est le spectacle qui vient décider à la place d'architecte quelle est la durée, quel est le délai pour reconstruire, parce qu'il y a un enjeu politique derrière et qu'on ne saurait souffrir du temps du discernement, du temps de vie précisément. Aristote, le problème, c'est que celui-ci nous rappelle dans Éthique à Nicomaque que le juste jugement, ce qu'il appelait le juste jugement, suppose le temps, et que la prudence, la phronésis, elle suppose le raisonnement. Et donc, il va s'opposer vigoureusement à la sophistique, qui sont les ancêtres d'Édouard Bernays, qui, eux, au fond, vont apporter des réponses simples à des problématiques complexes. Ils vont jouer sur les apparences un peu en permanence et sur l'instant. Les sophistes vont avoir cette particularité de ne jouer que sur l'apparence de l'instant, s'opposant ainsi à la fameuse et grande dialectique d'Aristote, qui, lui, progresse par montée vers la vérité. C'est Simone Veil qui écrivait « Il n'y a de vrai que ce qui dure, la vérité, la justice, l'amour. » En fait, si vous regardez, elle a raison. Tout ça, ça suppose du temps, du silence et de la fidélité. Et donc on peut s'interroger à ce stade sur ce qu'est la civilisation. Est-ce que nous sommes encore une civilisation? Et ça suppose de définir ce qu'est la civilisation. Est-ce que notre monde est encore une civilisation ou un vaste réseau social ou un vaste théâtre, comme j'ai l'habitude de le dire, dans lequel les acteurs ont cette particularité néanmoins de mourir à la fin? On fait de la politique sur les réseaux sociaux ou à la télé. On fait la guerre sur les réseaux sociaux. On fait de la santé à la télé et sur les réseaux sociaux, où en fait tout est conçu pour la petite phrase qui va vous faire entrer dans l'éternité qui désormais se confond avec l'instant. Il n'y a plus de temps que le seul instant, et qui va effectivement vous faire occuper la place pendant un temps où l'algorithme va décider à votre place ce qui est viral, cette viralité. Vous vous souvenez de ce mot de viral pendant le Covid qui a été
extrêmement utilisé, cette propagation, cet indice de viralité, cet indice de contagiosité. Eh bien, voici comment on raisonne désormais. C'est l'algorithme qui vient supplanter le réel. Le réel, au fond, ne se voit plus, c'est encore une fois Guy Debord, à travers l'algorithme. Le problème, c'est que la civilisation, pour ça que je vous pose la question, parce qu'elle suppose la profondeur, et elle oppose cette même profondeur à la superficialité, et elle suppose la mémoire, et la mémoire, elle s'oppose elle-même à la réaction. Et donc le problème, c'est que nous sommes une société non plus de profondeur, mais de superficialité, et non plus dans une société de mémoire, mais une société de réaction. Et le propre de la civilisation, c'est pas contrairement à ce qu'on dit sur les réseaux, par exemple sur Israël, peu importe, encore une fois, je n'entre pas dans le débat du jugement, j'ai le mien, et j'en ai fait part, et je prends le risque de me tromper. D'ailleurs, je me trompe en fait en ce que je n'ai évidemment pas toutes les données, et j'y reviendrai dans un instant. Cela étant, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, j'entends, oui, mais Israël n'avait pas le temps, il fallait bien réagir vite. Ainsi donc, la guerre serait une question qui n'est plus soumise au discernement, et le discernement, lui, en fait, doit être une réaction, et ne peut plus être un temps long, cette notion de long ne s'entendant pas forcément en termes de durée, mais en termes de temps précisément de discernement. Je le dis autrement, c'est pas parce que une situation nécessite une décision rapide que cette décision rapide doit être faite à la lumière de l'émotion, de la réaction, et d'être faite dans un engrenage qui peut ensuite effectivement activer le pire. Et ici, il est incontestable que cette question semble avoir été perdue de vue, et on voit à la lumière de ce qui s'est passé à la suite des attentats de septembre 2001, on voit ce qui s'est passé, en ce que, finalement, si vous regardez de plus près, Bush a attaqué l'Irak, il n'avait pas le temps, c'est ce qu'on disait à l'époque, et au fond, cette réaction, au-delà même des considérations géopolitiques, géoéconomiques et tout ce que vous voulez, dans son discours, en tout cas dans son logos, a été intéressante parce qu'elle préfigure déjà de ce que nous vivons aujourd'hui, celui qui n'est pas pour moi et contre moi, supposant ainsi que la nuance n'est plus sa place et que donc le discernement n'a plus sa place. Parce que finalement, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, c'est pas une équipe de foot, il n'y a pas un gagnant à la fin, il n'y a que des perdants à la guerre, et c'est une réalité que quand même un chef d'État d'une si grande démocratie aurait pu intégrer. Et on voit bien que le 11 septembre, il y a eu ce drame épouvantable, et il y a eu une réaction immédiatement derrière, avec une violation du droit international caractérisée, et on s'apercevra plus tard que ça a été basé sur une réaction mensongère, et le tout effectivement pour légitimer la vengeance dont le peuple avait ainsi besoin. On n'a pas hésité, après le 11 septembre, à violer les droits fondamentaux des ressortissants américains sur le sol américain, parce qu'ils étaient musulmans, par exemple. On n'a pas hésité à avoir Guantanamo, donc on est entré dans une spirale, y compris sur le droit national, qui a été absolument infernale, et dont on voit qu'elle a été le fruit d'une réaction au temps court, et qu'elle n'a pas du tout été un discernement sur le temps long, précision faite que le Sénat, à l'époque, avait donné un blanc-seing total à Bush, notamment et particulièrement dans cette idée de vengeance et de réaction qui est, lui, complètement dans le temps court. Et de fait, Bush a été félicité, Bush a été adulé, on a vendu la propagande autour du 11 septembre et du GIs qui revenait, et on retrouve Guy Debord avec la Société du spectacle, on va retrouver Bourdieu qui vous écrivait qu'il faut mieux être vu qu'avoir une vision. Il n'y a plus de vision, il y a une visibilité, c'est pas la même chose. Or le problème, c'est que en politique, comme partout, au fond, la civilisation, elle se construit non pas sur la visibilité, mais sur la vision. Ce qu'on attend d'un chef d'État, c'est précisément sa capacité à rester froid et à rester impassible face aux émotions, à prendre le risque de l'impopularité face à l'émotion, face à ce qui vient. Et j'en ai un exemple encore plus frappant, c'est Emmanuel Macron qui vous annonce fièrement le 14 ou 15 juillet, je sais plus, 2021, qu'il va donc soumettre tout le monde à passe sanitaire, alors qu'on savait pertinemment, à l'époque déjà, que le pass sanitaire était une hérésie, pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il a fallu réagir, il a bien fallu faire quelque chose. Parce que notre monde attend que l'on fasse quelque chose, et qu'on ne supporte pas l'idée qu'on discerne et qu'on prenne le temps. C'est très intéressant ce que je vous dis parce que
En fait, dans mes conférences sur Aristote, pour ceux qui les ont suivies et que vous aurez l'occasion de suivre de nouveau dans pas longtemps, eh bien, on découvre à la lumière d'Aristote, à la lumière de saint Thomas, à la lumière de saint Ignace, que, au fond, toute l'humanité s'est construite sur une pensée qui obéit à des schémas qui sont lui sont propres et intrinsèques et qui la distinguent de l'animal, et notamment tout le processus délibératif avec la mnémée d'Aristote, l'anamnésia et la phronésis. Donc tout ça est assez codifié, si je puis dire, même si j'aime pas ce mot. Et le tout est confronté au réel, qui est effectivement la fin, le télos. Quelle est la fin que je vise? Et c'est une question intéressante. Quelle est la fin que je vise? Est-ce que nous avons aujourd'hui encore une notion de la fin juste? Et est-ce que, au fond, nous ne confondons pas la notion de fin juste avec la fin virale, visible? Est une fin juste ce qui est émotionnellement juste, ce qui est émotionnellement fort et ce qui va émotionnellement cliver. Voilà. C'est-à-dire, ça n'est plus du tout l'idée d'une fin juste. Et encore une fois, je m'excuse de vous redire que les attentats du 11 septembre en sont le parfait exemple et la réaction qui va avec. La civilisation est véritablement ce qui oppose la profondeur à la superficialité, je vous l'ai dit, et c'est ça suppose l'art de ralentir. Le problème, c'est que nous ne sommes plus capables de nous poser, de venir à l'écart. Et dans la société du spectacle, je vous l'ai dit tout à l'heure, Debord vous disait que nous passons du réel à la représentation, du vécu à l'image, et que c'est cette image qui est toujours médiatisée par un temps réduit et fabriqué. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut aller chercher chez les Allemands pour entendre cette expression d'accélération sociale. C'est Rossa qui employait ce mot, parce qu'il démontrait, entre autres, que l'accélération du temps social, c'est ce qu'il parlait, la notion de temps social, alors il évoquait par là le temps technologique, les communications, le personnel, eh bien, va engendrer une aliénation, ça c'est le mot qu'il emploie, hein, une souffrance psychique et une perte totale de sens. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette souffrance, elle va engendrer une hyperviolence sociale et une hyperviolence personnelle à travers l'augmentation des violences d'un côté, des suicides de l'autre. C'est une course permanente à l'empilement des nouveautés. C'est un drame absolu. L'homme a besoin du temps. Le problème, c'est que nous sommes dans une société qui ne le prend plus, ce temps. Les réseaux sociaux, il faut que j'en parle un instant, parce que c'est le but quand même de ce propos. C'est pas sans effet, tout ça. Les réseaux façonnent le réel. C'est ça que vous dit Rosa, et c'est ça que vous dit Debord, sans parler des réseaux. Mais c'est un fait, c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau façonne le réel. Pourquoi? Parce que, en fait, tout est devenu viralité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que tout est devenu accélération sociale, et que donc il faut se montrer. Il faut être visible. C'est ce que je vous ai dit quand je vous dis que Donald Trump se félicite sur Twitter d'avoir bombardé. Il annonce qu'il bombarde. Israël se félicite. Il y a une guerre de propagande qui se joue sur les réseaux. Le Qatar paye des proxys. Vous avez enfin tout ce phénomène où on voit que les réseaux sociaux comptent. Ils comptent comme influenceurs. Connaissez ce mot? Nous avons affaire à des influenceurs. Les réseaux influencent les politiques publiques puisque ils déterminent les choix des gouvernants, qui est une mesure de nouvelle agora, si je puis dire, et ils vont, du coup, parfois déclencher les guerres. C'est intéressant parce que une étude à ce sujet d'Harvard en 2021 montre que les tendances Twitter influencent, mais alors tout à fait directement, les prises de parole des parlementaires américains, surtout dans les heures qui suivent un événement viral. Pour le dire autrement, ce qui se passe, c'est que plutôt d'inscrire leur pensée dans un temps long, de vérifier si leur parole a un télos, donc une fin qui est juste, est-ce qu'elle est conforme à la phronésis, eh bien, ce que vont faire les parlementaires, c'est qu'ils vont aller examiner Twitter. Alors, vous savez que dans la délibération, par exemple, on a un élément substantiel, c'est que dans la délibération, Aristote vous dit que pour un choix juste, il y a ce qu'on appelle les sages, le conseil du sage, le conseil des anciens, c'est-à-dire la faveur de l'expérience, je vous l'ai dit, ce qui se transmet, entre autres, le conseil des sages, prendre conseil auprès des sages. Eh bien, les parlementaires américains ne prennent plus conseil auprès des sages, ils prennent conseil auprès de Twitter. C'est-à-dire que c'est Twitter et sa viralité, Twitter et son algorithme, Twitter et son temps court, Twitter et sa réaction absolument folle sur le plan émotionnel, et ces mélanges et ces biais. Il y avait une étude de Reporters sans frontières là-dessus de mémoire qui vous montrait que sur Israël-Gaza, je crois que c'est 80% des tweets
et où des publications sur les réseaux sociaux avaient au moins un biais historique ou un biais qu'on appelle objectif. Mais c'est ça qui influence pourtant les prises de parole publiques, c'est dire là où on en est et dire le drame auquel nous sommes absolument confrontés. Une étude de Sciences Po en France a révélé que 60% des élus admettent, eux, de modifier leur communication en fonction de la réception sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, ça n'est plus le politique qui a une fin qui est juste, mais au nom d'une espèce de nouvelle démocratie, de néo-démocratie, de la viralité de l'algorithme, c'est Twitter qui influence la politique publique. Ça, donc, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de se dire que, au fond, nous voyons quand même le recul que ça représente. Nous ne pouvons pas ne pas voir que fondamentalement, Twitter, c'est l'antidémocratie. Que c'est assez intéressant de constater que dans la vieille Europe, les référendums reculent, donc la consultation traditionnelle des peuples recule, tandis que ce qui influence les politiques publiques, c'est les prises de parole intempestives et les hashtags sur Twitter. Que ça n'est plus, au fond, l'avis du peuple en tant que tel pris comme citoyen, pris comme un ensemble et un corps à part entière, mais c'est l'artifice des prises de parole Twitter influencées par des algorithmes qui viennent déterminer la prise de parole et parfois donc l'action des politiques publiques. C'est, je le redis, la marque claire de la fin de la civilisation et notre civilisation est en train de mourir. Quand on fait la guerre sur Twitter et lorsqu'on vient se féliciter de frappes nucléaires en disant « good job », eh bien, je suis désolé, c'est la fin de la civilisation. Basta. Fin de l'histoire. Vous ne pouvez pas dire autrement. Lorsque vous avez CNews, mais je parle de CNews, mais que vraiment, hein, il n'y a aucune difficulté avec ça, mais il s'avère qu'ils se félicitent, et j'en conviens volontiers, d'avoir un audimat extraordinaire, ce qui est vrai. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il simplifie la pensée complexe. Et c'est ça, le propre de Édouard Bernays et le propre du sophisme, c'est de simplifier la complexité et de toujours effectivement être dans une recherche qui est une recherche de viralité et d'acceptabilité et certainement pas dans une recherche de vérité. C'est assez intéressant et j'en termine parce que je l'ai vécu à titre personnel, puisque voici que j'ai appris que Time of Israel me décrit comme antisémite, là où hier on me décrivait comme anti-vax. Donc il y a un moment donné où, en fait, cette polarisation de la pensée, elle est une manière de discréditer l'autre à travers les sophismes. Tout ça, ça a été codifié, hein. C'est des sophismes contemporains et qui ne valent pas mieux que les sophistes contre lesquels Aristote se battait. Et que donc, tout ça pour discréditer une parole et une pensée, il faut l'enfermer, là aussi, dans une simplification, laquelle ne va plus être génératrice de raison, parce que quand on lit mes posts, il est facile de voir que me qualifier d'antisémite, il faut être vraiment complètement demeuré. De la même façon que me qualifier d'antivax, il faut être ou complètement con, ou alors vraiment de mauvaise foi. Mais peu importe, parce que le but, c'est pas la vérité. Le but, c'est de provoquer une réaction émotionnelle, de façon à ce que le monde se sépare. Et c'est pas inintéressant, parce il y a une étude qui a montré que le fait est que ainsi les réseaux sociaux, mais d'une façon plus générale, ces prises de parole ou ces anathèmes, appelons-les comme ça, ont cette capacité à finalement regrouper les gens par catégorie, entre eux, ceux qui sont d'accord avec moi, et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, avec un phénomène d'isolement social. Et nous nous retrouvons dans une situation où les amis virtuels, eh bien, ont laissé la place aux amis réels, parce que l'amitié, elle suppose une chose, la discussion, la disputatio, le risque de ne pas être d'accord, la confrontation des points de vue avec une argumentation solide et avec un échange respectueux. Le problème, c'est que ce respect qui préside aux relations sociales n'existe plus, puisque par essence et par nature, comme l'a dit tout à l'heure, comme je vous l'ai évoqué, à travers effectivement cette idée de Rosa, qui vient vous dire concrètement que nous sommes dans une part d'accélération sociale. Si t'es pour, alors t'es mon copain. Si t'es contre, t'es pas mon copain, t'es le copain de ceux qui sont contre. Et moi, mon but, c'est en fait non même pas de convaincre ceux qui sont contre avec des arguments rationnels, c'est de discréditer ceux qui sont contre. Nous sommes dans une violence de violence sociale. Moi, je ne suis pas étonné, si vous voulez, plus que ça, que nous ayons effectivement des rébellions, des violences sociales à chaque fois en France ou dans l'Europe ou dans le monde, parce que nous assistons en fait à un phénomène d'amplification, au sens où ça n'est plus le débat qui construit le monde, ça n'est plus la pensée qui construit le monde, mais il y a un isolement social à travers ce que donc Rosa avait appelé cette accélération sociale. Alors, une fois qu'on a dit tout ça,
cette perte de sens et tout ça. Une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant. C'est intéressant parce que, en fait, il faut lutter contre tout ça. Et la résistance, elle passe par la nuance. Et nous avons une obligation civilisationnelle, à mon sens, d'opérer une résistance par la nuance et par l'intelligence. Nous sommes dans un monde où le peuple, finalement, devient une foule. Vous connaissez cette formule du cardinal Lustiger, qui avait dit, quand Monseigneur Le Sceau est allé le voir, en disant « Monseigneur, comment fait-on pour évangéliser les foules ?» Il avait répondu « Mais enfin, vous n'y êtes pas, avec une colère mémorable, nous évangélisons des hommes. » Eh bien, c'est exactement ça. La foule devient, elle, une chambre d'écho algorithmique. Ce que pense une minorité très vocale, mais minoritaire quand même, devient la norme politique, parce que les politiques ont peur d'être mal vus. Aujourd'hui, vous le voyez, dire « Écoutez, à Gaza, c'est pas génial ce qui s'y passe. LFiste, antisémite. » Vous avez une discréditation de l'autre au risque, effectivement, de tuer sa parole. Une étude a montré que, sur le Covid, des scientifiques qui avaient des doutes sur certains points, c'est le doute, quand même, on est arrivé à un point où douter, qui est l'apanage de la science, devient le signe d'une austérité intellectuelle au lieu d'une liberté et d'un signe d'honnêteté. Ceux qui avaient des doutes n'ont pas osé les écrire, je peux vous donner des études à ce sujet, parce qu'ils avaient peur d'être mal vus par la communauté scientifique et effectivement d'être réduits au statut d'antivax ou ce que vous voulez. Voilà, donc il y a, on peut dire, un manque de courage, mais oui, pourquoi pas? Mais il y a surtout en fait une idée claire qui est qu'il y a la peur. Les comptes bruyants, la centaine de comptes bruyants, les influenceurs, payés comme tels, ce qu'on a appelé finalement les proxys ou les trolls, voilà, appelons ça comme ça, les quelques millions de vues, qui ne sont rien finalement dans l'histoire de l'humanité, dans l'humanité tout entière, suffisent pour faire décider. Et du coup, j'en termine en vous disant qu'il y a un enjeu de responsabilité pour chacun. Que faisons-nous de notre pouvoir d'écho? Moi en premier, 360 000 abonnés sur Twitter, je ne sais pas combien ailleurs, mais peu importe. Il y a un truc à faire. Ce qu'il faut faire, pour moi, c'est certainement pas quitter les réseaux. Mais nous avons une responsabilité et il faut habiter autrement l'espace. Il faut faire de notre présence, en fait, fondamentalement, un espace de paix, de lenteur, de questionnement, ce fameux pas de côté. Et nous avons besoin de voix qui n'appellent pas à l'indignation. Et je succombe à la tentation, humblement. Et j'en prends conscience, mais à la profondeur. C'est Hannah Arendt qui, dans la crise de la culture, écrivait que la pensée est ce qui arrête le mouvement, ce qui suspend l'automatisme. Penser, disait-elle, c'est ralentir. Je n'ai pas envie de dire penser, c'est résister, en fait. La guerre, elle vient souvent de ce qui n'a pas été pensé. Elle vient du réflexe, elle vient du mimétisme, de la rage. La paix est beaucoup moins virale que la guerre, toujours. Mais elle est fondamentale. Mais pour ça, il faut faire preuve de patience, d'obstination et de silence parfois. Alors du coup, en conclusion de ce propos un peu improvisé, je pose la question. Qui voulons-nous être sur les réseaux sociaux? Nous avons un pouvoir immense, celui de dire, de montrer, de partager, mais ce pouvoir engendre une responsabilité, qui est de ne pas précipiter la parole publique dans le gouffre qu'on pourrait qualifier de tel, de l'émotion immédiate, en fait. Refuser la vitesse, c'est refuser la guerre. Mais non pas seulement la guerre extérieure, mais la guerre intérieure. Nous n'irons nulle part si nous ne sommes pas en paix. Et nous ne pourrons pas être en paix si nous ne sommes pas dans un discernement et sur le temps long. Si nous nous laissons dominer par notre colère, notre tristesse, notre émotion, et que nous les faisons naître, je vous garantis que nous n'aurons jamais la paix, laquelle se construit pas à pas. Je reprends ici ce que disait Hannah Arendt quand elle vous disait que la pensée, c'est ce qui arrête le mouvement, ce qui arrête l'automatisme, c'est-à-dire que le blocage de l'émotion quelque part. Nous avons l'obligation, en fait, de faire que la paix, la mémoire, soit possible, et nous avons une responsabilité. Pour ce qui nous concerne, on y a travaillé beaucoup, beaucoup. Et vous le verrez bientôt, à travers une œuvre qui sort, et qui finalement a pris le temps de se construire, le temps, progressivement, d'émerger précisément comme une pensée, non pas la nôtre, qui n'a aucun intérêt, mais celle de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont construit la civilisation dont je ne cesse de vous parler depuis tout à l'heure. Nous avons des gens qui ont construit une cathédrale de la pensée, une cathédrale de l'humanité, qui ont construit des temples de raison,
des temples de sagesse, et qui sont peut-être des gens qu'il nous faut réécouter aujourd'hui et prendre le temps de vivre avec eux. Eh bien, vous verrez que dans quelques semaines, c'est exactement ce qu'on vous proposera. On vous proposera, calmement et tranquillement, plusieurs parcours qui ont mis du temps à émerger, mais qui viennent rendre à l'homme sa première dignité, qui est celle d'animal raisonnable. Et qu'au fond, accepter l'idée de s'effacer devant ceux qui savent et qui nous ont précédés. Avec une question, c'est si nous ne pouvons pas être omniscients, nous pouvons être omnipensants, si je puis dire. Et que Aristote, particulièrement, mais je pense à Kant à certains égards, je pense à Heidegger, je pense à qui vous voulez, qui, à certains égards, tous, nous ont appris quelque chose. C'est précisément quoi faire quand je ne sais pas. Comment réussir à quand même avoir une pensée sur le monde et sur ce qui m'environne lorsque je ne sais pas. Comment je fais? À qui je me fie? Eh bien, vous verrez que je me fie à moi. Lorsque je ne sais pas, je me fie à moi. Plus exactement, je me fie à ceux qui ont façonné ce que je suis et qu'on a cherché à faire disparaître progressivement. C'est pas anodin, voyez-vous, si la philo a disparu dans sa qualité substantielle de nos enseignements, si nous ne savons plus penser, c'est parce que celui qui pense est dangereux, parce que celui qui pense ne pense que rarement par lui-même. La première résistance dans la pensée, c'est de découvrir que ma propre pensée, au fond, ne vaut pas grand-chose, que je suis un pion, j'ai envie de dire, une étincelle dans l'histoire de l'humanité, et que j'ai à recevoir quelque chose et à le transmettre. Mais si on fait en sorte que la chaîne de transmission soit bloquée, alors du coup, je considère que ma pensée devient fondatrice. Et elle se fonde sur quoi cette pensée? Eh bien, c'est là le grand paradoxe. Elle se fonde sur l'émotion, sur le pathos, sur le sophisme. Et donc voici que le monde dans lequel je vis a qualifié de pensée ce qui n'en était assurément pas. Et donc, voici l'idée. Un pas de côté, être capable de ne pas être esclave des algorithmes, des vues, algorithmes des esclave des émotions. Moi, le premier, je le dis avec alors, je vous le dis avec une sincérité, une humilité absolument totale, disant que moi aussi, il m'arrive, parce que c'est sain, hein, c'est très sain aussi que ça nous mette en colère. C'est sain que la guerre nous mette en colère. C'est sain que l'inhumanité, d'une façon générale, nous mette en colère. C'est sain que finalement l'absurdité nous mette en colère. Mais la question, c'est que faisons-nous de cette colère? Est-ce que nous en faisons un acte pour inscrire une pensée dans une histoire et éclairer ceux dont nous avons la responsabilité, notamment dans nos familles, d'éclairer, ou est-ce que nous en faisons un acte qui fait du bruit et par lequel nous cherchons finalement à cultiver l'instant court sans aucun recul? C'est une question à laquelle nous ne pouvons plus échapper et c'est le sens de ce que je vous proposerai dans quelques semaines.